Vous êtes d'accord? Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir comme d'habitude. Je veux en un mot rappeler l'objectif de l'atelier que vous connaissez, mais je pourrais le redire devant vous. C'est quoi l'atelier? C'est un lieu où on se rencontre, où on se parle, où on débat pour construire un nouveau chemin qui conduise non seulement à l'émancipation humaine, mais aussi à l'éradication totale du capitalisme. Voilà notre sens. Je pense que c'est un peu à cause de ça, et vous le savez maintenant, que nous avons eu le parrainage de Jean Ziegler, qui a été pendant une dizaine d'années responsable des problèmes de l'alimentation à l'ONU et qui est maintenant vice-président de la Commission des droits de l'homme. Peut-être vous l'avez vu, pour ceux qui ont la patience de lire La Montagne, il a donné hier un excellent interview, vraiment encourageant pour les membres de l'atelier, mais aussi, je pense, pour vous toutes et vous tous, parce que nous vous considérons tous comme responsables de ce que nous faisons. Je répète, se parler, échanger, se rencontrer avec l'objectif que j'ai fixé. Et cette bataille que nous menons comme ça, c'est notre ambition et je pense que c'est la réalité. Nous nourrissons aussi les luttes. Car on peut s'interroger pourquoi les luttes ne sont pas victorieuses. Le manque de perspective, à notre avis, doit bien compter un peu. Cette année, nous avons donné un sens que vous connaissez aussi, je le rappelle simplement, un sens à notre 8e saison, en finir avec le règne absolu de l'actionnariat capitaliste. Lucien et Jean Sèvres, et le voisin s'appelle Jean, ont écrit un livre que vous connaissez, que vous trouverez là-bas, qui s'appelle Capitalisme, exit ou catastrophe. Nous parlerons sans doute beaucoup, sinon du livre, mais de son contenu. Je l'ai lu et relu, et il n'y a aucune flatterie dans le propos, simple, un dialogue entre le père et le fils. C'est très proche de soi-même, j'ai trouvé personnellement. Je pense donc, Jean Sèvres, on se tutoie, vous ne serez pas surpris, encore une nouvelle raison de te remercier d'être ici, écouter son périple, pour que ça nous donne du courage pour faire plus. Sarlat, Paris, Montluçon, Sarlat, avec l'extrême richesse des desserts ferrées en voiture. Je dis donc à Jean Sèvres, au fond, avec ce que j'ai dit avant, on était fait pour se rencontrer. Dans ce livre, Jean, vous développez trois ou quatre éléments que j'ai retenus, et ça sera tout pour ma petite introduction. À un moment donné, vous dites, nous sommes en route vers une catastrophe unique dans l'histoire humaine, et qui inclut, bien sûr, l'écologie. Vous dites un peu plus loin, c'est une catastrophe anthropologique par des processus ravageurs, comme la marchandisation de l'humain, la dévalorisation des valeurs. Troisièmement, vous dites, il faut tirer sans retard les conséquences, il faut sortir du capitalisme. Vous vous rappelez, ici, avec un scientifique, on avait dit, il sera bientôt trop tard. Quatrièmement, et ça nous touche encore un peu plus à l'atelier, vous décrivez ce qui est décisif est la mise en chemin d'un nombre croissant d'individus vers la capacité dirigeante. J'en ai assez dit, à toi. Merci. Et donc, c'est avec plaisir que je viens ici. Je suis déjà venu une première fois. Je voudrais peut-être rappeler un tout petit peu mon parcours. Je suis enseignant, donc historien de formation. Et en 1999, j'avais commencé à réfléchir sur ce que je vais appeler le post-capitalisme. Et donc, j'avais édité un essai qui parlait de futur présent. L'idée est que nous vivons dans un contexte où le passé et le futur sont mêlés. Le futur est déjà présent sous une certaine forme. Je donne souvent l'exemple, pour vous faire comprendre, l'appel du 18 juin. Si vous connaissez l'appel, De Gaulle annonce que pour gagner la guerre, il faudra réunir une force mécanique terrestre et aérienne supérieure. Et il voit déjà la victoire se dessiner, dans la mesure où il pense qu'avec l'appui américain, on aura une force économique supérieure et on aura les moyens ensuite de pouvoir mettre à profit cette force-là et de gagner. C'est un exemple parmi d'autres d'un futur présent, c'est-à-dire la victoire était déjà en quelque sorte dessinée par
la perspective d'un changement des alliances et l'entrée en guerre des États-Unis. Ces futurs présents sont très nombreux. Et donc, j'avais publié un premier texte là-dessus, ce que Marx lui-même appelle d'ailleurs des présuppositions. La révolution suppose des présuppositions qui sont pour une part réunies aujourd'hui. Et donc, j'avais développé ces futurs présents. Puis en 2017, j'étais venu ici, alors en 2016, l'année d'avant, pour évoquer un autre ouvrage dont j'ai mis une petite plaquette hein, qui montre le titre et le contenu, qui s'appelle « 3 crises, 2 issues ». Et donc j'étais venu en 2016 avec Gilles Alfonsi pour exposer le contenu. Et c'est sur la base de ce deuxième texte que, eh bien, avec Lucien Sèvres, un philosophe, mon père, donc nous avons décidé de reprendre le contenu et d'apporter l'éclairage d'un philosophe. Donc il y a en fait un dialogue entre un historien et un philosophe sur cette question. Où allons-nous? Que pourrons-nous faire? Et que peut signifier l'après-capitalisme? Donc c'est le fruit quand même d'une très longue démarche qui va bientôt avoir 20 ans. Et donc voilà, mon idée ici, c'est de vous montrer quel est le contenu du livre, ce troisième livre, Capital Exit, ou Catastrophe, quelle est notre démarche, quels sont nos arguments, et puis surtout aborder, alors je vais le faire en fait de façon régulière, aborder la question de l'actionnariat, directement ou indirectement, pour ensuite voir concrètement qu'est-ce qu'on fait, puisqu'il faut quand même aussi déboucher sur des perspectives concrètes. Voilà, donc ça sera en 2 temps, un peu plus long, mais je vais aller assez rapidement pour qu'il y ait du temps pour le débat, les grands axes de notre entretien et du livre, et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, le livre est basé sur 7 conversations, on a choisi 7 thèmes, et donc 7 questions. Les 2 dernières, je les réserverai très rapidement pour la fin, et donc je voudrais surtout aborder les plus importantes, c'est-à-dire les 5 premières. La première peut déjà poser débat, et on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais nous parlons de catastrophe. Quelle est la réalité de cette catastrophe? Est-ce qu'on prend bien la mesure de ce vers quoi nous allons? Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, c'est-à-dire sur ces scientifiques qui ont lancé un cri sur les dangers qui se profilent, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, un de ces scientifiques dire, et les pauvres ils osent à peine affirmer, ils disent, voilà, on a lancé un cri il y a déjà un certain temps, mais on a loupé la fenêtre. Et désormais, c'est fini. On ne pourra pas éviter une augmentation de 1,5 degrés Celsius dans les années qui viennent. Et même l'objectif de ne pas dépasser les 2 degrés est déjà presque perdu. Donc, c'est assez effarant de se dire que l'on sait le risque environnemental qui est devant nous, qu'il y a eu à un moment donné une fenêtre pour essayer d'agir, de prendre les bonnes mesures, elles n'ont pas été prises. Et donc, voilà, on peut se dire que sur le plan environnemental, la catastrophe, eh bien, on va la voir, avec les conséquences qui sont liées. Nous considérons que la catastrophe n'est pas seulement environnementale, elle est également anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a tout un aspect qui concerne l'humanité et le danger qui pèse sur elle. Alors, là, je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, puisque tu as cité, c'est un article dans Le Monde diplomatique que Lucien Sèvres avait fait, qui parlait de marchandisation de l'humain, et a commencé par le travail, l'obligation, pour pouvoir vivre et toucher un salaire, d'être employé. Et donc ce lien qui lie l'employé et l'employeur, qui est quelque chose aujourd'hui d'insupportable. On devrait pouvoir considérer que toute personne qui a une qualification et qui veut être utile, qui veut s'engager dans un processus productif ou non, pourrait recevoir un salaire, mais sans être obligé de trouver un employeur. Et donc le comble finalement dans cette société, c'est que nous avons des millions de chômeurs qui sont bien aptes à travailler, à être utiles, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils ne trouvent pas d'employeur.
On a là quelque chose qui est donc en crise, cette marchandisation de l'humain, et cette blague du coût du travail, hein, sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir, alors que toutes les richesses ne sont produites que par le travail. Dévalorisation de toutes les valeurs, on le voit à travers les migrants, hein, voilà, on considère ces migrants comme des gens qu'il faut repousser aux frontières, et qui donc représenteraient une charge. Et on oublie donc une solidarité minimale. Donc tout ce qui tourne autour de cette dévalorisation de toutes les valeurs et donc la promotion de l'argent comme valeur unique. Et donc voilà, de façon plus générale, on assiste à des reculs de civilisation phénoménaux qui sont particulièrement inquiétants. La catastrophe, comment elle se dessinera, si tant est qu'elle se dessine, mais je pense que malheureusement, là aussi, sur ce plan-là, on peut penser qu'elle est là, la catastrophe, on est déjà dedans. C'est une catastrophe de dimension économique. Depuis des années, je constate que, je l'avais déjà dit en 2006, on voyait venir la crise de 2007-2008, et donc je l'écrivais dans ce premier essai, on sait qu'on va avoir une nouvelle crise économique, qu'elle est là. Certes, on nous rassure en nous disant que les ingrédients ne sont pas encore réunis, qu'il y a des éléments qui peuvent permettre qu'elle n'est pas immédiate, mais on peut penser qu'on va avoir une nouvelle crise aussi importante, sinon plus importante que celle de 2007-2008. Et vous imaginez les conséquences de nations qui sont confrontées à un effondrement de l'activité économique, alors que leur endettement est déjà extrêmement élevé. On peut vraiment être très inquiet sur cette perspective. Mais je conclurai là-dessus, sur cette crise économique. On peut penser que malheureusement nous n'avons pas les moyens de la stopper. La crise est sociale, l'explosion des inégalités, je ne vais pas développer. Il y a l'aspect politique aussi de cette catastrophe, c'est-à-dire la perte de repères et donc la montée des populismes. On a écrit cet essai en 2017, nous sommes déjà en 2018, et l'impression qu'on a, c'est que on ne voit pas aujourd'hui comment on va pouvoir arrêter cette vague de populisme, cette montée en puissance d'une extrême droite radicalisée. Alors, ensuite, il y a tout un débat sur les termes qu'il faut employer. Est-ce que c'est un néofascisme? Est-ce que c'est un populisme? En tout cas, on voit bien ce risque-là se concrétiser. Et aujourd'hui, on se demande qui pourrait arrêter cette vague-là. Donc la catastrophe n'est-elle pas déjà enclenchée? Et ne va-t-on pas devoir faire face à ces pouvoirs populistes, autoritaires, qui donc se développent un peu partout? Et donc il y a évidemment l'aspect environnemental. Donc voilà, la catastrophe, elle est là. On est déjà dedans. Et donc il faut prendre conscience de l'urgence. Si on ne fait rien, on imagine ce que peut donner tous ces risques-là. Et c'est un appel à agir de façon donc particulièrement forte. Voilà. Donc je conclurai sur ce premier point, sur l'idée que nous n'avons en fait comme échappatoire qu'une seule issue. Il faut sortir de ce système capitaliste. Et donc on a opposé à catastrophe, capital exit. On a utilisé ce terme qui est peut-être un peu particulier, hein, sortie du capitalisme, bon, on peut en discuter, mais voilà, on a comme seule issue une sortie de ce système, et donc le post-capitaliste, là aussi, on y reviendra peut-être dans la conversation sur comment il faut qualifier cet après. C'est notre seule issue, et j'aurais tendance à dire que si cette catastrophe, elle se poursuit, elle se prolonge, elle se traduit par de nouveaux drames, à un moment donné, les issues qu'on nous propose, notamment ces populismes-là, qui ne sont évidemment, on est bien placé pour savoir que ce n'est pas du tout la solution, il faudra être à un moment donné, au moment où il y aura une prise de conscience qui enfin permettra d'envisager d'autres solutions, il faudra être prêt pour pouvoir concrétiser cette issue post-capitaliste. Alors c'est peut-être un peu déprimant de se dire qu'il faudra peut-être attendre ce revirement de l'opinion publique, des opinions publiques, mais pour le moment, on a l'impression que cette vague populiste est difficilement arrêtable. Donc voilà, urgence, et notre deuxième conversation tourne autour de, oui, mais quel est le diagnostic? Et le diagnostic, il est double. Bon, on pourrait penser
que finalement, ce à quoi nous sommes confrontés, ce sont des politiques, et qu'il faudrait changer simplement de politique. Politique libérale ou néolibérale ou ultralibérale, quel que soit leur qualificatif. Ce serait une erreur. Parce que si on en reste simplement à « il faut changer les politiques » et donc, par les élections, changer de gouvernement et arriver à avoir une majorité, on peut craindre qu'on ait des solutions de type réformiste, c'est-à-dire des solutions où on relance l'activité, ce que la France Insoumise, par exemple, propose, 100 milliards d'investissements, et ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. On n'est pas dans, ici, une crise de politique. On est dans quelque chose de beaucoup plus grave. Le diagnostic que nous proposons, c'est que c'est une crise du capitalisme. Alors là, je sais que ça peut faire débat, mais nous situons le diagnostic à cette hauteur. Nous vivons aujourd'hui, allez, on peut dire, la crise finale d'un système qui est à bout de souffle. Et cette crise du capitalisme, elle est donc palpable. Hein, on la sent à travers de multiples signes. Et si on ne fait pas ce diagnostic, c'est-à-dire si on ne met pas derrière tous les problèmes que nous rencontrons la crise d'un système, à mon avis, on fait fausse route. Et donc, encore une fois, c'est un point essentiel. Alors, en deux petits mots, qu'est-ce qui peut permettre d'affirmer qu'on vit la crise du capitalisme? C'est vrai qu'a priori, on peut penser que c'est pas plausible. Le système, entre parenthèses, mondialisé, hein, qu'on appelle aussi la mondialisation, elle fonctionne. Et on pourrait donc tout à fait dire que, bah, après tout, voilà, il y a des phénomènes plutôt positifs. On nous dit, et je pense que c'est un fait, hein, que la pauvreté recule, parce qu'il y a des pays qui se développent, comme la Chine ou l'Inde, et que, évidemment, le nombre de pauvres recule. Oui, mais cette pauvreté, elle existe toujours, elle se déplace, et les inégalités explosent sous une autre forme, notamment chez nous. Je prendrai donc simplement quelques exemples. C'est notamment la question du logement. On voit très bien que le marché de l'immobilier aujourd'hui dysfonctionne de façon manifeste. Jamais les prix n'ont été aussi élevés et jamais autant il y a eu de gens mal logés. Et pourtant, l'État consacre des milliards, soit par l'APL, soit par d'autres moyens, pour construire et pour aider les ménages à trouver un logement. On voit bien que le marché ne fonctionne pas dans la mesure où il tire les prix vers le haut et ne répond pas à une demande de logement. Il est d'ailleurs incapable, il ne cherche qu'une demande solvable, et donc, par le jeu de la spéculation, provoque ce décalage considérable entre les besoins et donc le marché. Donc, voilà, on pourrait prendre de multiples exemples, mais à travers l'exemple du logement, on voit bien que ça ne fonctionne pas, et qu'il faudrait sortir du système capitaliste et envisager de prendre la question du logement tout autrement. Alors, le sujet du jour, et un des sujets du livre, hein, c'est pas le seul, c'est l'actionnariat. Et là aussi, on voit très bien les failles du système. Le fait que les actionnaires soient donc ceux qui finalement dictent la conduite des entreprises nous amène à des choix qui sont ruineux. On le voit par exemple à travers l'affaire Volkswagen, hein, qui est quand même un exemple symptomatique, où les actionnaires et donc les dirigeants de l'entreprise, et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est une politique qui n'était pas strictement réservée à Volkswagen, hein, on va probablement découvrir, et on le sait déjà, hein, que d'autres constructeurs sont également ont pratiqué déjà cette politique-là, qui consiste, vous le savez, à truquer les moteurs pour essayer de pouvoir vendre leur voiture alors qu'elles dépassent des seuils de pollution. Bon, c'est une affaire qui est vraiment symptomatique. On a un système qui est finalement contraint, parce qu'on lui impose des règles, à les violer pour essayer de continuer à vendre ses automobiles sur des marchés où ces contraintes existent. C'est la preuve que le marché ne fonctionne absolument pas et que l'offre est prête à tout pour réussir à continuer à vendre ses marchandises, ses automobiles en l'occurrence, et donc en violant ces règles imposées. Bon, est-ce qu'il faut revenir aussi sur quelque chose que vous connaissez, je pense, hein, et qui était évoqué très souvent, le fait que, c'est ce que d'ailleurs
vous dites dans votre plateforme, le détournement des richesses au profit des dividendes. Et donc, nous vivons dans un système qui prélève sur les richesses produites des sommes de plus en plus affolantes. Et donc, évidemment, on comprend pourquoi les États s'endettent. Hein, et les richesses sont détournées au profit de quelques-uns. Donc, on voit bien que tout ce sur quoi repose le capitalisme est aujourd'hui en crise. Le marché, la concurrence, qui devient absolument absurde, concurrence qui provoque des gâchis énormes, l'actionnariat, etc. Donc voilà, on développe tous ces points sur cet aspect de la crise du capitalisme. Alors, je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais nous pensons que c'est un point absolument incontournable. Nous vivons la fin d'un système, nous vivons la fin d'un système qui est en crise terminale. Même si il peut donner l'apparence de fonctionner correctement, on voit bien les limites. Oui, mais il y a une autre crise derrière, et la troisième conversation qu'on a porte sur, finalement, l'idée que nous devons passer à quelque chose d'encore plus ambitieux, et c'est vrai que ça peut paraître terriblement ambitieux, c'est que la sortie du capitalisme passe par la sortie de la société de classe. Et donc nous pensons que cette véritable révolution, elle passe par là aussi. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'à la fois c'est extrêmement compliqué, mais on ne pourra envisager un processus post-capitaliste que si on envisage la sortie de la société de classe. Alors, nous voyons aujourd'hui, finalement, que la catastrophe, elle passe par une sorte de guerre permanente entre les uns et les autres, guerre à tous les niveaux. On pourrait penser que, finalement, le capitalisme génère un climat de guerre civile permanent. Guerre qui peut se jouer à différents niveaux, mais qui, notamment, moi, se traduit par des guerres civiles ou par ces nouvel aspect de la course aux armements dans certaines zones géographiques. J'ai été frappé de constater que nous avons eu une première guerre mondiale qui a ses causes, une seconde guerre mondiale qui a eu également ses causes, et qu'avec la mondialisation, nous sommes de fait dans une guerre qui ne dit pas son nom. Et c'est une guerre qui se joue sur le plan commercial. C'est une guerre commerciale entre des territoires qui ont chacun des enjeux propres. Il est vrai que derrière ces territoires, il y a des firmes. Mais nous sommes en fait dans un climat de guerre. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que souvent les jeunes générations ont peur d'une troisième guerre mondiale. Mais on y est dans cette guerre. C'est une guerre, encore une fois, commerciale. Néanmoins, s'il y a eu dans l'histoire récente un recul des conflits en tant que tels, des conflits frontaliers, il y a une montée en puissance des guerres civiles, et j'ai été frappé par le fait que, c'est un article du Monde diplomatique qui le soulignait, il y a une reprise aujourd'hui de la course aux armements, notamment entre les États-Unis et le bloc russo-chinois. Et je ne sais pas si vous avez vu le contenu de cette course aux armements, qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir, et c'est vrai que ça donne le tournis, hein. Ils essayent de construire aujourd'hui des missiles supersoniques. Et donc ils sont engagés dans une course aux armements pour essayer de fabriquer des armes qui permettraient de détruire l'adversaire en un temps très court et qui ne laisserait d'ailleurs aucune possibilité de réplique. Donc on est là tout à fait dans cette guerre permanente, guerre civile, guerre commerciale, voire reprise de la course aux armements. Ce que nous proposons, c'est une formule qui peut paraître un peu exagérée, mais nous proposons de construire la première paix mondiale. C'est-à-dire de sortir de ce conflit permanent. Et pour cela, eh bien, il faut sortir de la société de classe. Je reviendrai peut-être, mais dans la discussion, ça sera probablement une question posée. C'est évidemment l'idée de pouvoir engager ce processus à l'échelle mondiale est utopique. L'idée de l'engager à un niveau national est me semble-t-il insuffisant. Et donc, je pense que l'échelle géographique correcte serait d'envisager ce processus de l'engager sur le plan européen. Et donc, sortir d'une société de classe, ça peut vouloir dire donc tout simplement mettre fin justement à l'actionnariat, c'est-à-dire à la propriété des moyens de production. Bon.
deux petites choses là-dessus. Classe sociale, qu'est-ce qu'on entend par là? On explique, on revient sur qu'est-ce que ça signifie. Vous savez qu'on a considéré que la classe ouvrière avait disparu, enfin il y a eu toute une série de prises de position là-dessus. Ce qui se passe, c'est que ce que Marx avait vu, c'est progressivement la transformation de la classe ouvrière en une classe plus vaste qui englobe tous les salariés. Il y a la dissolution de toutes les classes dans une seule et même classe qui regroupe tous ceux qui donc sont salariés ou, alors ce qu'on appelle le salariat, mais également le précariat, c'est-à-dire un vaste ensemble d'hommes et de femmes qui représentent jusqu'à 80-90%, on avance le chiffre de 90% en gros, hein, de la société qui vit donc sous cette dictature du salaire et donc dictature de l'actionnaire. Donc voilà, on pense que certes il ne faut plus parler classe ouvrière, prolétariat, mais il faut parler salariat, précariat, et il s'agit de réussir à gagner le fait que cette classe en formation ne soit pas une classe en soi, c'est-à-dire qu'elle existe, cette classe-là, elle se forme, mais qu'elle soit également une classe pour soi, c'est-à-dire qu'il y ait une prise de conscience que nous avons tous, en tant que salariés, des intérêts communs, et donc réussir à faire ce que Gramsci appelait un travail hégémonique, réussir à faire prendre conscience que nous sommes tous dans le même bateau, que nous avons tous les mêmes intérêts, et donc essayer d'aller vers cette sortie du capitalisme. Je voudrais citer une phrase du livre qui exprime l'idée selon laquelle ce processus de transformation d'une classe salariale et précarisée en une seule et même classe, finalement, le capitalisme fait lui-même le travail. Hein. Nous disons en substance que la société sans classe est en un sens déjà là, dans la manière, donc dans la généralisation du salariat, et elle est donc l'inévitable production du capital lui-même. Le capital lui-même produit lui-même, en quelque sorte, les conditions de formation de cette classe, et elle n'est pas donc à imaginer arbitrairement cette classe sociale, mais elle est tout simplement à repérer et surtout à cultiver de façon rationnelle, dans une pratique. L'idée, c'est que finalement, nous devons essayer de faire prendre conscience d'un intérêt commun et d'amener cette population à agir pratiquement dans le dépassement du capitalisme. Les conditions pour amorcer cette révolution, elles sont réunies doublement. Elles sont réunies d'une part parce que, pour une fois, on peut affirmer, et ça c'est le travail du capitalisme, qu'on a assisté ces dernières décennies à un développement spectaculaire des forces productives. Nous avons atteint un niveau de développement extrêmement élevé, mais surtout, et ça c'est l'autre aspect qui est souvent ignoré, ou mal affirmé, c'est l'idée selon laquelle les individus eux-mêmes se sont énormément développés, le niveau de qualification a énormément augmenté, nous sommes passés d'un moment où, après la Seconde Guerre mondiale, nous avions à peu près 5% d'une population, d'une classe d'âge qui avait le niveau bac, nous passons aujourd'hui à 80%. Alors c'est un des objectifs, hein, on y va, 80% d'une classe d'âge qui aurait le niveau bac plus 2, bac plus 3. Donc tout cela est à prendre en compte dans le fait que les individus aujourd'hui sont capables de remplacer l'actionnaire et de jouer un rôle actif dans la gestion de leur lieu de travail et donc dans la gestion à différents niveaux de la société. Cette société sans classe passera aussi quelque part par le dépérissement de l'État, c'est-à-dire la remise en question du pouvoir d'État, et donc ça sera un des thèmes de la prochaine conférence. Il faut évidemment transférer le pouvoir aux citoyens, et donc c'est un des aspects de cette révolution post-société de classe, c'est-à-dire aller vers un pouvoir citoyen. Donc c'est très ambitieux, hein, on a bien conscience que c'est très ambitieux. Mais ça nous amène à une quatrième conversation sur le mot révolution, c'est-à-dire que ça c'est une révolution, et on peut évidemment se demander mais par quoi elle va passer.
nous pensons que la révolution à l'ancienne n'a aucune chance de nous aider. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse conquérir le pouvoir d'État et par en haut changer les choses. On l'a essayé, ça s'est fait dans l'histoire à multiples reprises, et nous pensons que cette façon de voir les choses n'est pas la bonne. Alors, ensuite, il y a toute l'histoire dont on pourrait, l'histoire des pays socialistes, notamment, qu'on devrait ici prendre en compte, mais je voudrais rapidement terminer. Finalement, il y a trois choses qui nous posent problème dans la façon d'envisager cette révolution et donc le travail politique. C'est d'une part le programmatisme. Par en haut, on fixe des objectifs à atteindre, et qui nous a fait beaucoup de mal, le programme commun. Voilà, ça n'a pas marché parce que si vous ne mettez pas en action les citoyens et si vous ne les mettez pas donc dans le combat, et si donc il y a derrière une prise de conscience nécessaire, ça échoue. Le verticalisme aussi, qui est le problème des partis politiques, qui est un autre problème. Et nous mettons aussi en exergue le fait que l'électoralisme nous porte un très grand tort, puisque finalement on attend toujours les prochaines élections pour envisager les changements au lieu d'essayer de les promouvoir tout de suite. Donc voilà, si cette révolution ne sera pas une révolution par en haut, elle se fera comment? On redonne crédit à quelque chose qui a été sous-estimé, mais dont certains ont déjà entendu parler, c'est l'idée de Jean Jaurès, l'idée que cette révolution, elle doit se faire tout de suite, maintenant, dans un processus révolutionnaire réformiste. Il parle de réformisme révolutionnaire. Et nous pensons que c'est sous cette forme-là. Il ne faut pas attendre demain, il faut tout de suite commencer, par la pratique, à engager les citoyens dans ce projet ambitieux, et donc envisager ce processus immédiatement dans une démarche révolutionnaire, mais par étapes. C'est finalement ce qui se passe, et là encore futur présent. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes pour modifier, pour transformer, alors de façon plus ou moins radicale, mais enfin voilà, pour transformer leurs conditions, sinon prendre en charge cette société, enfin dénoncer cette société patriarcale et commencer à engager une véritable révolution. Je pense que ce que le mouvement féministe a pu faire depuis une quarantaine d'années montre que voilà, on est dans quelque chose qui est révolutionnaire, qui passe par des acquis législatifs et qui, de fait, alors ensuite on peut en discuter, mais a quand même contribué à modifier de façon substantielle la condition des femmes. Je pense que le mouvement des consommateurs aussi, le consumérisme, est un bon exemple. Là aussi, il y a un vrai travail qui a été mené. Alors certes, il y a des tas de limites, mais un vrai travail qui a été fait pour essayer de modifier sur ce plan-là le rapport entre consommateurs et producteurs, et le bilan de ce qu'on appelle maintenant les consommateurs est quand même loin d'être négligeable. Les scopes aussi sont un autre aspect intéressant. Donc voilà, on est dans une perspective de transformation tout de suite des choses en ayant comme perspective une perspective post-capitaliste. Bon, voilà, ce sont les quatre premiers sujets qu'on aborde. Le cinquième, je passerai plus vite, on fait un tour de la situation de la gauche en France. On est très critique sur le rôle des partis et sur le rôle des syndicats. C'est peut-être pas le sujet ici, mais donc voilà, on fait un bilan en pensant que malheureusement, les partis politiques aujourd'hui ne sont pas en mesure, ou en tout cas pas tout seuls, d'amorcer ce processus. Et quant à la sixième conversation, je ne vais pas en parler tout de suite, mais en gros, on envisage 7 grands thèmes sur lesquels on pourrait engager tout de suite cette transformation, cette révolution post-capitaliste. Voilà, et donc la septième, eh bien, c'est comment faire, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors ça sera mon deuxième axe. Le thème de l'atelier de Montluçon, c'est le pouvoir des actionnaires. Et donc ce thème, tu dis que tu l'as pris dans le livre, donc bien sûr, on pense que c'est plein dans le mille, c'est un sujet majeur. Si on était capable de créer des rapports de force suffisamment conséquents
pour contester le pouvoir des actionnaires dans les conseils d'administration, de façon très large. Hein. Il faut parler actionnaire, il faut entendre par actionnaire, pas seulement les entreprises privées, mais également les services publics, et donc tous les conseils d'administration. Je suis dans un lycée, et je peux en parler abondamment. Si on arrive à gagner sur cette question-là, il est très clair que la révolution, ça y est, elle est déjà largement engagée. Donc c'est évidemment un combat qui sera extrêmement compliqué de gagner, mais qui est un combat central. Je voudrais rappeler que, historiquement, il n'y a pas toujours eu des actionnaires. Le capitalisme a commencé par se développer par des sociétés qu'on appelait des sociétés en commandite. Celui qui apportait le capital était responsable sur sa fortune propre de l'échec ou non de son entreprise. Et donc, pendant la fin du XVIIIe et le XIXe, on avait des sociétés en commandite où l'actionnaire était responsable de A à Z, du succès ou de l'échec de son entreprise. C'est seulement dans la seconde moitié du XIXe qu'arrive l'actionnaire anonyme, qui apporte son capital et qui touche un dividende. Ça, c'est en France, c'est 1867, on est sous le Second Empire. Mais l'actionnaire n'a aucun droit à la gestion de l'entreprise. Il apporte le capital, une partie du capital, et la gestion, elle est laissée à celui qui est le patron de l'entreprise. Donc il y a comment dirais-je, une séparation très claire entre le financement de l'entreprise et sa gestion. Et finalement, on fonctionne comme ça, société anonyme. Alors Marx, au moment de la Commune, voit dans cette forme de société anonyme le début de la fin du capitalisme. Il n'a pas tort, hein, puisque à ce moment-là, l'actionnaire peut être très bien les citoyens. Mais donc voilà, cette société, elle est promise un succès phénoménal, et donc nous sommes aujourd'hui en plein dans ces sociétés anonymes. Mais après la Seconde Guerre mondiale, je vous rappelle qu'on assiste à des réformes majeures, et notamment l'intervention de l'État dans la vie économique, qui nationalise ces entreprises et devient lui-même un patron. Ce qui fait que pendant un bon quart de siècle, l'actionnaire est relégué alors dans la sphère privée, et donc l'actionnaire est un actionnaire essentiellement public dans un bon nombre d'entreprises. Et ce n'est que finalement, dans les années 70, que se produit cette révolution néolibérale qui donne à l'actionnaire non seulement toujours son rôle classique d'apporter une partie du capital, mais qui lui donne en même temps, et ça c'est tout à fait nouveau, un pouvoir de gestion. L'action est un titre de propriété, et à ce titre-là, il va avoir le droit de dire son mot sur la façon dont on gère l'entreprise. Et aujourd'hui, on sait que les PDG sont des gens qui travaillent essentiellement au profit de l'actionnariat majoritaire. Donc c'est finalement assez récent que les actionnaires dictent leurs lois, et derrière les actionnaires, il y aurait toute une réflexion à voir qu'est-ce qu'on appelle un actionnaire, mais derrière, c'est ce qu'on appelle la finance, qui est hyper développée. Donc comment faire pour remettre en question le pouvoir des actionnaires dans les entreprises ? Nous pensons que, voilà, on ne va pas apporter des solutions toutes faites, clé en main, c'est totalement illusoire, mais il faut se mettre au travail. Et il faut constituer des groupes de réflexion, ce qu'on appelle des réseaux thématiques, qui prennent cette question. Comment contester le pouvoir de l'actionnaire? Et donc, alors, constituer un ensemble d'arguments de haut niveau, hein, parce qu'il faut être capable d'être très fort dans différents domaines. Ça pose par exemple des problèmes de droit, hein, de droit juridique, il faut donc des gens qui connaissent bien. Mais enfin bref, essayer de constituer des groupes de réflexion sur ce sujet, et qui permettent petit à petit, et c'est le point fondamental, de convaincre une majorité qu'il faut en passer par là, et que donc on doit tenter de constituer une majorité qui a comme objectif de faire reculer cet actionnariat privé, et de faire avancer, en créant des rapports de force spécifiques, faire avancer les choses législativement, donc par des lois qui permettraient d'obtenir un certain nombre de choses. C'est ce que font des tas d'associations, de mouvements. Encore une fois,
on a cité, dans le livre, on cite la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et l'État, mais il y a eu des batailles qui ont été menées, thématiques sur un certain nombre de choses, la loi Veil 75 sur l'IVG, et nous pensons que c'est de cette façon-là qu'on va faire reculer le capitalisme, et sur cette question-là, reculer le pouvoir de l'actionnaire dans les entreprises. Je suis d'ailleurs frappé, puisque j'ai regardé un peu plus précisément la presse cette semaine, j'ai constaté avec effarement que l'idée de faire intervenir les citoyens dans la gestion des entreprises est une idée qui gagne. Et tenez-vous bien, c'est la CFE-CGC qui tenait cette semaine, alors donc la semaine dernière, un mi-congrès, et le patron de la CFE-CGC, donc un syndicat de cadres, eh bien, veut faire de l'entreprise un bien commun. J'étais absolument étonné de voir que dans leurs objectifs, il y a l'idée, alors l'idée évidemment, il faut voir comment il la décline, hein, mais de faire de l'entreprise un bien commun. Et donc si on regarde un peu plus près comment il la décline, ils veulent faire intervenir des administrateurs salariés par moitié dans les conseils d'administration. Et j'ai constaté d'ailleurs avec stupéfaction, mais là on est carrément dans l'enfumage, hein, c'est la loi Pacte qui prévoit effectivement de donner un peu plus de place aux administrateurs salariés, et donc apparemment ça commence à se traduire, mais on est quand même très très loin du compte. Donc voilà, il faut, me semble-t-il, réfléchir sur ces questions, constituer des groupes de réflexion, créer des rapports de force sur ces questions-là, des groupes thématiques, hein, encore une fois, qui spécialisés, parce qu'au niveau de l'argumentation, c'est très très compliqué, et progressivement acquérir un certain nombre de provoquer hein, sur cette question-là, petit à petit, des avancées. La question de l'actionnariat privé et de son remplacement pose une question du financement, comment se ferait le financement des entreprises, et de ce point de vue-là, on peut penser que le financement de l'entreprise pourrait se faire par un des autres thèmes qu'on propose, mais c'est vrai, hein, quand on dit on le propose, on a bien conscience que un certain nombre de formations politiques le proposent également à leur façon, hein, mais pas forcément dans cette perspective post-capitaliste, pardon. C'est l'idée d'un pôle bancaire, alors un pôle bancaire, pas public parce que c'est l'État, mais un pôle bancaire socialisé, et comme le fait remarquer Benoît Bory dans son dernier livre, ça existe déjà, hein, il y a déjà des groupes mutualistes, des banques mutualistes, pardon, et donc un groupe de banques mutualistes, et donc on pourrait travailler dans cette direction-là. Donc vous voyez, un combat comme ça, réduire le pouvoir des actionnaires dans les entreprises et faire intervenir les citoyens dans la gestion des entreprises, c'est tout à fait possible. Mais il faut se mettre au travail, il faut constituer des groupes, il faut créer surtout une opinion publique qui soit favorable à cette idée, et c'est ça le cœur du sujet. Et donc nous pensons que c'est par ces groupes, donc ces réseaux thématiques qu'on arrivera à obtenir des choses. Voilà. Nous voudrions, enfin je voudrais ici faire la proposition de créer, pourquoi pas à Montluçon, à partir de Montluçon dans un sens géographique large, hein, et créer alors ce qu'on appellerait une initiative au pluriel post-capitaliste, hein, c'est notre proposition, créer un réseau qui prendrait comme nom, alors le nom évidemment c'est un nom provisoire, hein, mais initiative post-capitaliste, et de constituer en France ou en Europe, parce qu'il faut se placer, me semble-t-il, plutôt sur cet espace européen, engager des réseaux thématiques qui groupent tous les grands sujets qui nous permettraient d'envisager le post-capitalisme. Et donc ça c'était notre 6e conversation, c'est-à-dire il y a 7 grands sujets, dont l'un des sujets est ce sujet-là. Bien sûr, dans un premier temps, on se trouvera confronté à ce capital privé, à cette finance, mais il faut la faire reculer. Et donc cette révolution, elle passera dans un premier temps par une confrontation avec cette finance. Donc c'est évidemment une révolution qui ne pourra se faire que par étapes. Voilà, je pense avoir résumé de façon plus ou moins courte le contenu de notre livre, c'est cette conversation. Et donc voilà,
à moins, on ne s'en sortira pas si on ne construit pas cette perspective post-capitaliste. Et donc c'est un engagement à agir de façon concrète tout de suite dans ce processus. Merci. Allez, vous connaissez, c'est chaque fois la même chose. Maintenant, on va débattre. On a entendu un exposé. Certains d'entre vous peut-être ont déjà lu le livre. Il y a votre propre expérience. Il y a votre ressenti aux propos qui viennent d'être tenus. Alors on y va. Sans retard et sans longueur, Antoine. Bon, moi, je suis très content de cet exposé parce que c'est vrai que on voit clairement exposé là, dans ce livre, que ce capitalisme dont nous souffrons, parce qu'il y a quand même des gens dans la rue, quand on va à Paris, il y a des gens qui se chauffent mal, il y a des gens qui les retraites baissent, il y a des gens qui vont ramasser les poubelles dans les poubelles pour manger, bon. Et puis toutes les difficultés, le harcèlement au travail, ça a été dit. Enfin, ce système, alors qu'il y a des richesses incroyables, grâce à l'ère industrielle, l'informatique, l'électricité, etc., qu'il y a des possibilités incroyables pour que tout le monde vive décemment. Voilà, ça devrait être un devoir de l'État, que tout le monde ait droit à un logement, qu'il travaille ou pas, chauffé, avec une douche, et puis de quoi manger. Ça coûterait 10 fois moins cher à l'État. Il n'y aurait pas toutes ces poubelles brûlées à Pierre-Leroux. Si ces gamins font tout ça, c'est parce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. S'ils avaient du travail, s'ils avaient un peu d'argent, ils n'iraient pas s'amuser à faire tout ça. C'est très bien que la délinquance augmente quand la misère augmente. Et la prostitution aussi. Voilà donc un exposé très clair qui nous montre le défaut absolu de ce système. Mais effectivement, maintenant, il s'agit de le renverser. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on ne fait rien, on ne renverse pas un système sans... Il y a eu le siècle des Lumières. La bourgeoisie, elle a mis 600 ans pour arriver au pouvoir, pour imposer le commerce et l'industrie à un monde de labourage et de pâturage. Bon, les chrétiens, ils ont mis 400 ans pour s'emparer de l'Empire romain. Bon, donc, tout ça se fait avec des étapes. Bon, alors là, je voulais simplement pas être critique, mais apporter quelque chose. Moi, je pense profondément que la troisième... Tchernobyl a pollué Montluçon. Je connais plusieurs personnes à Montluçon qui ont attrapé la thyroïde grâce à Tchernobyl. Donc, je pense que les guerres mondiales sont terminées. Après Nagasaki et Hiroshima, c'est impossible. Celui qui envoie la bombe, il la reçoit. Par contre, je suis complètement d'accord qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale, mais je crois que cette Troisième Guerre mondiale, elle est idéologique. Voilà. Récemment, quelqu'un me faisait voir un livre, La destruction de l'école, la fabrique des crétins, voilà, de Britelli. Et il y a eu plusieurs livres qui ont été faits là-dessus. L'école est détruite, l'université est détruite. De toute façon, l'université forme des chiens de garde du système. Bon, mais la guerre, elle est idéologique. Voilà. C'est-à-dire qu'on détruit les cerveaux. Je prends un seul exemple. Quand on voit Koh-Lanta ou quand on voit Love Story, bon, les gamins, ils sont nature, bien sûr, ils sont dans un casting, mais ils sont là pour se nominer, c'est-à-dire pour s'éliminer et pour de l'argent. C'est-à-dire tout ce qui est contradictoire total avec le développement de l'être humain, qui est la solidarité, l'entraide, etc. Donc voilà. Et ça, c'est présent partout, partout, partout. On met devant la gosse, devant la télé. Alors, on leur met dans la tête, effectivement, on les détruit, c'est du poison. Et pendant ce temps, ils restent tranquilles. Dans le temps, dans certains endroits, on mettait un peu d'alcool dans le biberon, le gosse, il dormait. Bon, mais ça revient au même. Donc, voilà, donc, cette guerre mondiale, alors des gens sont très bien payés. Quand on a appris que Christine O'Crane gagnait 30 millions à l'époque, on était affolés. Il y a des gens qui gagnent 10 000, 30 000, 40 000 euros, qui fabriquent, qui sont très intelligents, des concepts à la télé pour mieux détruire et embrigader. Voilà, je crois que c'est ça. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tout le monde est salarié. Oui, mais il y a quand même différentes sortes de salariés. Moi, j'étais enseignant. Les enseignants, ils veulent leurs intérêts, dans la majorité, bien sûr, pas en tant qu'individu, mais ils veulent leur intérêt, et la classe ouvrière, ça ne les intéresse pas trop. Je crois quand même que le concept de Marx, que les gens qui travaillent, et manuellement, qui sont directement dans la production, ont une puissance, on l'a vu dans l'histoire, avec le Parti communiste, ont une puissance de lutte, on l'a vu dans la résistance, par rapport à ces couches qui font partie de l'appareil d'État, qui rejoignent la classe ouvrière quand celle-ci est forte, mais qui, effectivement, vont vers le capital, comme on l'a vu avec Hollande et les socialistes, etc. Voilà les deux remarques que je voulais faire. Donc voilà, c'est tout. Autrement, félicitations, parce que c'est vraiment très intéressant. Et c'est un des seuls endroits à Montluçon où on fait encore un peu de politique. Bon. T'es bien gentil, Antoine, t'as pas été trop long. Allez. Là, je dois juste tout de suite... juste une chose, parce que je suis enseignant. Je ne sais pas si vous savez ce qui va nous tomber sur la tête.
Comme les DS, effrayant. comme la SNCF. La masse salariale, normalement nous sommes payés par l'éducation nationale. Il est envisagé que la masse salariale soit donnée au chef d'établissement. Et donc c'est lui qui nous paierait en fonction des mérites, évidemment, qu'on aurait chacun. Le recul de notre pouvoir d'achat est phénoménal depuis une vingtaine d'années. Je crois que le fait que les enseignants se désintéressent de la classe ouvrière est aujourd'hui largement fragilisé par la prise de conscience qu'il y a une précarisation de leurs conditions, et donc il y a une prise de conscience que, attention, là, ce qui va se passer maintenant, demain, avec la réforme du lycée et la réforme du bac, c'est quand même quelque chose de gravissime. Donc je pense que là, il y a des évolutions en cours qui font faire que peut-être il va y avoir une prise de conscience. Par rapport à l'actionnariat salarial, ça existait. Moi, j'étais dans une entreprise qui s'appelait Rhône-Poulenc. Selon le résultat des élections professionnelles, on avait 2, 3 administrateurs, alors CGT, CFDT, FO, etc. Mais ces administrateurs salariés, ils étaient archi-minoritaires dans le conseil d'administration. Ce qui veut dire qu'ils se faisaient plaisir, ils disaient des déclarations. Je pense même qu'à une époque, ils ont même présenté un président pour Poulenc. Mais dans un conseil d'administration de 25, quand ils étaient 5, vous voyez un peu le rapport de force, quoi. Alors après, le fait de demander la parité, à la limite, oui, mais ils trouveront une entourloupe pour que les salariés n'aient pas la majorité, etc. Et puis, est-ce que c'est normal? Puisqu'on dit que tout nous appartient. Qu'est-ce qui crée des richesses dans une entreprise? C'est pas le PDG, c'est bien les salariés qui bossent. Donc, tout nous appartient. La sécurité sociale, elle nous appartient. Elle n'appartient pas au patronat, ni à l'État. Donc voilà, quand on dit le déjà là il existe, je pense donc à la sécurité sociale qui est une conquête communiste, hein, je mettrai des guillemets, mais c'est quand même un truc vachement important. D'ailleurs, les patrons, ils ne s'y trompent pas, ils disent que c'est du communisme. Dans le film qu'on a vu, là, je me rappelle plus du nom, La Sociale, il y en a un il a dit, mais il n'y a pas besoin de parti communiste en France, puisque les gens, ils sont dans leur tête, c'est tous des communistes, et il n'y a qu'à regarder la sécurité sociale, etc. Donc je veux dire, voilà, mais le déjà, alors aujourd'hui, on s'attaque à la sécurité sociale, on s'attaque à la SNCF, qui encore aujourd'hui ne rétribue pas d'actionnaires, mais malheureusement, si ça continue comme ça, et j'espère que non, mais ça va venir. Donc voilà, c'est un peu... Alors, le déjà là, il existe, mais ça va pas assez loin. Et il faut vraiment que les gens s'en mêlent. Alors après, tu as parlé de l'appropriation des moyens de production, moi ça me va bien. Je fais que ça, j'ai une idée fixe. Moi c'est ça. Et les syndicats ou les partis politiques qui n'évoquent pas l'appropriation des moyens de production ne sont pas des partis ou des syndicats révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont gérer le capitalisme. Aujourd'hui, le capitalisme, enfin, ou l'aménager, ils veulent l'aménager, le capitaliste ne s'aménage pas. Le capitaliste, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'y mettre un vocabulaire, le capitalisme sauvage, ou ci ou ça ou autre chose, le capitalisme, c'est le capitaliste, et c'est une horreur. Voilà, voilà. Je suis sûr que vous avez plein de choses dans la tête. Allons-y, débattons. Se rencontrer, se parler, échanger. Ce qu'on peut remarquer, c'est le prix des logements. À Montluçon, les logements sont bradés. On ne peut pas dire que le prix des logements il est égal dans toute la France. Moi, on l'a vécu familialement. Les appartements sont presque donnés. On ne peut pas comparer quand on voit le prix d'une ville à une autre. Les grandes villes et les... Parce que Montluçon, ça n'a rien à voir avec d'autres villes. Allez. Non, vous allez m'embarrasser avec mon danger à la main. Puis moi aussi.
comment fait-on pour créer des réseaux? Parce que on voit bien, moi je trouve que ces réunions sont très intéressantes. Je l'avais dit lors d'une autre réunion, on est très peu nombreux, quoi, et il y a très peu de jeunes. Donc comment fait-on pour que les gens se mobilisent, se prennent en main et prennent conscience que c'est nous qui pouvons créer ce changement par nos actions et par nos engagements. Mais visiblement, on est une minorité. C'est ça le problème. Et vous disiez que les gens sont abrutis par la télé. Et ça, je pense que c'est l'un des grands fléaux de notre temps, c'est que les gens se font abrutir par ce qu'ils entendent à longueur de journée. Alors, s'il y a un secret pour répondre à cette question, il faut nous le dire tout de suite. Ouais, deux petites remarques. À Sarlat, je fais partie d'une association de défense de l'hôpital public et des maternités. Association qui elle-même fait partie d'une association nationale. Et je n'y suis que depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai déjà participé à 2 congrès de l'Assemblée de ces associations. Et j'ai été stupéfait de voir la qualité des débats et la capacité de ces gens-là, donc ce sont des infirmières, des médecins, mais des citoyens, des enseignants, etc. Donc il y a beaucoup de monde. Leur capacité d'emblée à être en mesure de gérer un hôpital. D'ailleurs, la présidente l'a dit à un moment donné dans un interview, on pourrait imaginer des hôpitaux gérés par ces médecins, infirmières, etc. Des gens qui sont hyper compétents, qui savent très bien les erreurs qui sont commises. Et donc, on touche du doigt, là, la possibilité de faire cette révolution, c'est-à-dire de dire, voilà, maintenant, ça suffit. L'ARS fait des choix dramatiques pour l'hôpital, et donc, se battre pour qu'il y ait dans les hôpitaux. Alors, en plus, j'ai découvert que ça existe déjà. C'est-à-dire que ces associations... Alors, ensuite, il y a un conflit entre les associations, mais il y a effectivement des représentants des usagers. Mais, comme tu le dis parfaitement, c'est des strapontins, ils n'ont aucun pouvoir. Et donc, d'une certaine façon, c'est tout à fait envisageable de dire, voilà, on se bat. C'est d'ailleurs ce que je vais proposer à mon association sarladaise, c'est de pousser la réflexion pour arriver à avancer sur ce terrain-là. Donc, à mon avis, il y a des possibilités. Comment on fait pour créer un réseau? C'est très simple, il faut à un moment donné des gens qui, sur un thème, alors un des thèmes importants, soient convaincus qu'on peut faire avancer les choses. Il faut travailler, il faut acquérir des compétences. C'est sûr qu'il y a des savoirs qu'il faut avoir, qu'il faut savoir maîtriser. Mais encore une fois, moi je constate qu'il y a des tas de gens qui le font. Les citoyens sont en action. Je regarde par exemple l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Mais c'est fou le travail qu'ils font. Ils ont décidé de prendre à bras le corps cette question. On ne veut plus de produits qui soient périmables dans les 10 ans. Voilà. Et donc, il y a une association qui commence à être visible, connue, qui fait des propositions. Alors évidemment, au début, c'est difficile. Il faut ensuite que ça s'objective dans des lois. Mais ça se fait. Vous avez vu que Claire Blum, qui se bat contre la pêche électrique et contre la surpêche, elle a été, je dis pas une bêtise, je crois qu'elle a été récompensée. Donc ces personnes-là sont quand même dans leur domaine très compétentes, font avancer les choses, ont une visibilité. Donc pourquoi ne serions-nous pas capables de faire la même chose dans une véritable... Parce que le problème de ces associations, c'est qu'elles se battent avec efficacité, mais il n'y a pas la perspective post-capitaliste. Donc pourquoi ne serions-nous pas capables d'engager cette perspective concrètement dans des réseaux? Et à un moment donné, il faut simplement... quelques individus qui acceptent de commencer. Alors je voudrais dire, comme note positive, que notre livre a suscité des lettres, des encouragements, et nous avons un petit groupe de personnes en France qui sont prêts à participer à la création d'un site et d'un premier noyau de réflexion là-dessus. Voilà. Et donc nous vous engageons, et un peu partout, nous nous engageons à construire des réseaux thématiques. Et on a déjà un certain nombre de personnes très compétentes, je ne citerai pas les noms puisqu'ils n'ont pas encore tout à fait répondu, mais qui sont prêts à s'engager, par exemple, sur cette question de l'actionnariat. Donc je pense que, oui, c'est vrai, on est dramatiquement minoritaire, mais
À un moment donné, il faut commencer. Et je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut petit à petit être visible, faire des propositions et donc avancer. Oui, par rapport au groupe de réflexion, là, de se mettre en réseau, etc. Moi, je crois qu'il faut qu'ils aient pas seulement la réflexion, il faut qu'ils aient l'action aussi locale. C'est-à-dire, bon, parce que jusqu'à maintenant, les déjà là qu'il y a, bon, on peut en citer d'autres, par exemple les logiciels libres ou d'autres choses comme ça. Encore que les logiciels libres, c'est pas une petite affaire, mais ça reste, où on parle des AMAP ou des scopes, etc., ça reste des petites unités. Et il y a une grosse difficulté pour passer un peu plus haut. Et c'est pour ça ce que tu dis, par rapport à un hôpital qui montre qu'il est capable de gérer un hôpital, ça me semble intéressant, parce qu'on passe à un autre niveau. Dans la lutte des cheminots, qu'il y a eu là, au printemps dernier, il y a eu une petite voix, mais pas qui a été pas beaucoup repris, en disant « c'est à nous ». Et dans le film En guerre aussi, on l'entend, dans le film En guerre, il y a une petite voix aussi qui dit « c'est à nous ». Mais c'est encore des petites voix. Et là, les travailleurs des hôpitaux, les cheminots diraient « cet outil-là, il est à nous, il n'est pas, même y compris à l'État, il est à nous », on passerait une sacrée étape. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut travailler. Et tu citais, moi aussi j'étais prof, hein, et ça m'est revenu en souvenir un truc en 68, je débutais, j'étais pion à ce moment-là dans le lycée où j'étais, et la revendication c'était élire les chefs d'établissement. Et bien si on reprenait ça par rapport au fait qu'on veut transformer les chefs d'établissement en gestionnaires comme une entreprise, ou enfin c'est déjà fait, hein. J'ai ma fille qui est prof aussi, c'est déjà fait, hein. Ça fonctionne déjà comme ça. Mais si on avançait cette revendication-là et qu'on l'impose dans quelques lycées par-ci par-là, eh bien ça ne se gérerait pas de la même façon un établissement scolaire, si c'était le chef d'établissement était élu. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut relancer dans ces groupes de réflexion, là, il me semble. Ça y est, c'est parti. On va avoir l'embarras du choix. Je voulais dire quelque chose par rapport à l'hôpital à Montluçon. Moi, j'ai connu l'hôpital à Montluçon, c'était une PPG. Et il est venu un médecin de Lyon qui était très compétent. Il a fait venir tous les médecins qu'il connaissait. Et maintenant, l'hôpital est... Un bel outil. Très bien. Allez. Et qu'autrefois, c'était bon, les je vois quelqu'un qui n'est pas d'accord. Qui faisait du suracte. Et maintenant, ça n'a plus rien à voir. On a des gens compétents. Moi, j'ai connu l'hôpital où c'était des bonnes sœurs. Oui, si, je peux parler de l'hôpital. Oui, si. Bon, nous aussi à Montluçon, on a créé un comité de défense des usagers du centre hospitalier et on est adhérent aussi à la coordination nationale. Mais là où, effectivement, là, je rejoins tout ce que tu disais et ce qu'on pense, le souci, c'est que sur Montluçon et la région, parce que l'hôpital de Montluçon correspond quand même à un certain nombre de populations, nous ne sommes pas assez nombreux pour faire vivre ce comité. Et donc, on a l'impression de tourner en rond, on essaye de faire évoluer, on essaye d'apporter d'autres idées. Les rencontres avec le directeur, c'est là la direction, de toute façon c'est partout, hein, pareil. Là effectivement c'est vraiment quelqu'un qui est imposé pour gérer l'hôpital. Depuis que la dotation globale de fonctionnement a disparu, c'est complètement, les financements sont complètement très aléatoires puisque chaque chef de service doit, apporter son budget, avoir son budget, ce qui fait que c'est la concurrence entre les différents services. Et le directeur, la direction est là en disant « Moi, je veux absolument que du bénéfice. » Donc suppression de postes, suppression de services, lits fermés. Et donc effectivement, là où tout le monde est touché, mais on se rend compte que c'est tout le monde dans son coin. Nous, on parle beaucoup avec le personnel. Bon, en plus, je suis une ancienne hospitalière, hein, ancienne syndicaliste aussi, ce qui fait que quelques connaissances.
Mais on discute, tous les gens avec autour de nous sont tous, comprennent, disent tous qu'il faudrait faire quelque chose pour bouger. Mais hélas, vu la situation, et ben, chacun reste dans son coin. Et c'est là où on se pose des questions, comment faire pour faire bouger. Là, on va faire une réunion, d'ailleurs j'en profite pour le dire, pour les adhérents là, du comité. Le 19 novembre, on va faire une réunion des adhérents pour un peu informer et discuter, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, en sachant que les ARS, et nous justement l'ARS Rhône-Alpes, puisque maintenant c'est Rhône-Alpes, n'applique pas tout, malgré que je suis pas pour le gouvernement, mais on sait que dans la loi santé, il y a des choses qui pourraient passer, et on sait que l'ARS contrebarre. Voilà, on a rencontré notre députée lundi, c'est pas bleu, hein. Elle est incapable de nous répondre sur quoi que ce soit. Elle existe. Donc comment faire justement, pour revenir quand même à notre sujet de ce soir, comment faire pour voilà, faire réfléchir tous ensemble, comment travailler autrement et pourquoi pas, oui, une gestion, les hôpitaux, services publics, hein, autrement. Voilà. J'ai entendu dire qu'il existait des trottinettes électriques. Ah, tellement. Qui n'auront pas le droit de rouler sur les trottoirs, heureusement. Oui, bon, j'anime avec mes camarades à ma droite, et ça n'a pas de connotation politique, bien sûr, un comité de défense du rail, qui existe depuis 30 ans. Pour croire qu'on n'a pas été très efficace, mais la situation ferroviaire à Montluçon, mais bon, on a sans doute fait reculer quand même quelques échéances. Et donc, c'est par ce bout-là qu'il faut commencer. Une association d'usagers, mais on voit très vite que, d'abord, elle a un périmètre réduit, puisque c'est local, et puis elle a très vite ses limites, même si on essaye modestement de faire de la pédagogie et expliquer ce qu'est l'organisation SNCF, parce que c'est complexe, parce que c'est technique. Si bien qu'il y a eu une initiative de la Fédération CGT des cheminots de créer, autant que possible partout en France, un collectif de vigilance ferroviaire, mais qui devra s'étendre au-delà des comités locaux, et qui pourrait rassembler à la fois les cheminots, parce qu'ils ont besoin de se rassembler. Les organisations syndicales n'y arrivent pas forcément, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais aussi rassembler les citoyens et tout ce qui existe, alors d'élus locaux, régionaux, nationaux peut-être, mais essayer d'agrandir, d'élargir cette contestation pour arriver à quelque chose dans chaque département. On a créé ce collectif au niveau du département de l'Allier hier soir. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais ça y est, c'est parti. C'est parti avec l'Union départementale CGT, les groupes progressistes, PC, Assoumis et tout ça. Enfin bref. Et c'est pas toujours facile d'ailleurs de rassembler toutes ces composantes, parce qu'il y a des histoires parfois vieilles qui font que là qui voudrait refaire la guerre de 100 ans, c'est pas possible. Bon, c'est comme ça. En fin de compte, je ne sais pas si la mayonnaise va prendre. Et si elle se fait dans chaque département, peut-être qu'on va assister à quelque chose, au niveau ferroviaire, j'entends, à quelque chose peut-être d'inédit. Je ne sais pas si on aura une mobilisation suffisante jusqu'à la prochaine rencontre de l'atelier qui va parler de « et si les cheminots géraient eux-mêmes la SNCF ». C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la Sécu ou pour eux. En tout cas, si on y arrive, il y aura quand même une question que se posent les cheminots et le simple citoyen. Pour faire fonctionner un organisme comme la SNCF, si au point de vue technique, on peut maîtriser, nous, autant qu'on puisse avoir de prétention, il y a quand même un élément, c'est qu'il nous faudra des investissements financiers. Et là, à quel niveau il faut intervenir et comment intervenir pour en bénéficier. Parce qu'on sait très bien, pour schématiser, que la situation ferroviaire SNCF, elle dépend surtout du sous-investissement qui a eu lieu pendant de nombreuses années. On a, près de Montluçon,
des rails et des traverses qui ont encore plus de 50 ans, qui sont toujours en place. Donc il faut croire que c'était solide, parce qu'on roule encore dessus. Mais quand même, on ne peut pas rester dans cette situation. Et là, on va bloquer, parce que si on se sent capable, alors peut-être pas nous trois, mais si on se sent capable de gérer la SNCF, en tout cas de donner une nouvelle orientation pour que ce service public fonctionne dans l'intérêt des usagers, on se dit comment on va pouvoir s'approprier l'argent nécessaire pour faire en sorte que ce service public fonctionne. C'est peut-être un peu brouillon, mais bon. Non, pas du tout. Oui, il y a quand même une chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que tous les services publics à l'heure actuelle sont touchés en France. Pas qu'en France, mondialement. Il faut bien savoir et avoir en tête que dans les années 80, milieu des années 80, les banques se réunissent, mondiales, et se demandent ce qu'il va falloir attaquer maintenant pour pouvoir survivre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent au service public. Donc effectivement, nous, cheminots, gérer, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait tout le temps. On gère notre boulot, on gère nos installations, on gère tout. Mais effectivement, pour rejoindre Daniel, il faut une volonté. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple lui-même s'empare de ces choses-là, ce qui lui appartient déjà, et ce pourquoi il paye des impôts, et il vit avec, il ne pourrait pas vivre sans, voilà. Mais le capitalisme à l'heure actuelle, pour survivre, se fait effectivement un but, c'est de bouffer le service public, que ça soit, qu'il soit sous toutes les formes qu'on a pu le connaître, c'est-à-dire ce que nos parents ont gagné, on est en train de le perdre tous les jours, quoi. Troisième cheminot. Oui, ça s'appelle une rafale ferrée. Voilà. Un groupe de Moi, je voulais pression. parler de ce que vous avez dit, le post-capitalisme. Vous dites qu'on est dans le post-capitalisme. Mais moi, je crois que jamais le capitalisme s'est aussi bien porté qu'aujourd'hui. On est arrivé à un point de concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Et je vois difficilement un retournement actuellement de cette chose-là. On voit bien que, par exemple, au niveau, par exemple, de l'américain, les Américains, ils ne veulent pas perdre leur leadership, et ils arrivent à faire justement ce que vous avez un peu dit, c'est il y a une guerre, on le voit bien, entre Russes et les Chinois, quoi. Bon, qui va gagner, on ne sait pas, mais enfin, on voit bien la position de Donald Trump, cette position radicale où il se retire, c'est pour avoir une hégémonie encore plus grande puisque, on peut bien le dire, aujourd'hui, l'Europe est sous hégémonie américaine. Hein, rien ne se fait sans leur aval. La grande preuve, Macron a voulu faire le malin avec l'Iran, ça a été vite fait. Hein. Les entreprises ont demandé l'autorisation aux Américains de poursuivre leur travail en Iran, par exemple, et on leur a dit non, négatif. Voilà. Alors c'est pour ça que je dis, je vois difficilement dans l'immédiat, parce que je pense que les peuples, au niveau mondial, je crois qu'ils sont assommés, je crois, par ce capitalisme actuellement. Oui, effectivement, moi je trouve que les perspectives que tu as évoquées me paraissent bien lointaines. Par contre, je constate que partout, il y a des conflits. Il y a des conflits et il se mènent des luttes. Et cet après-midi, par exemple, on était à Saint-Bonnet-de-Tronçais, au Rassemblement national de l'ONF. Il y avait 1500 participants et
pratiquement toutes les associations de défense de la nature qui existent en France étaient réunies, se sont exprimées et ont, par rapport à cette remise en cause d'un service public, montré leur volonté de préserver ces services publics et d'aller vers une société différente. Parce que, en fait, le problème est bien là. Pour moi, il est celui de la convergence des luttes, mais on fait converger les choses vers quelque chose aussi. Hein. Et le problème, c'est que ce but qu'il y aurait à la convergence, je ne pense pas qu'on fasse toujours tout ce qu'il faut pour le construire. Par exemple, dans la lutte des cheminots, avant de parler de la lutte des cheminots, je veux d'abord rappeler qu'on est devant, avec Macron, une offensive générale qui constitue un tournant sociétal, puisqu'il n'y a pas un aspect de la vie qui ne soit touché. Hein. Bon, et toutes les entreprises, tout humaines, sont concernées. Eh bien, donc, revenons au problème des cheminots. La lutte des cheminots a démarré alors qu'on faisait face au salaire au mérite, hein, aux diminutions des effectifs dans la fonction publique, au problème de l'indemnisation du chômage, aux attaques contre les retraités, aux remises en cause de la santé, au démantèlement de la santé, etc. Et il s'est trouvé que, alors qu'il y avait une attente de mobilisation un peu globale, que la CGT a décidé de rester dans l'entreprise, dans la seule SNCF, plutôt que d'essayer d'élargir, je dirais, le mouvement, comme, à mon avis, la situation l'exigeait. Et le résultat, eh bien, on est arrivé à ce qu'on a vu dans toutes les autres luttes de tous les services publics. Chacun, l'un après l'autre, va à l'échec. Donc, c'est ça le problème, faire la convergence des luttes, mais avec un contenu. Et comme cette convergence des luttes ne saurait suffire, il faut également une convergence politique. Mais là aussi, on est loin d'y arriver, puisque chacun tire dans son sens, et non seulement dans son sens, mais tire contre l'autre. Par conséquent, tant qu'on restera dans ces choses-là, on n'y arrivera pas. Mais la situation fait qu'aujourd'hui, quand même, les idées avancent, je pense, d'une nécessaire convergence et qu'on peut y arriver. Cet exemple de l'ONF là, est là pour le montrer, y compris sur le plan politique. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Sur l'hôpital Montluçon, c'est pas pour mettre en exergue cette action-là, mais c'est pour donner une idée. À Sarlat, nous avons créé, il y a 2 ans, un atelier citoyen, un peu sur le principe de l'atelier de Montluçon, un atelier citoyen, où on a eu une 60aine de personnes qui sont venues. L'idée, c'était de faire de la politique autrement, dans une perspective post-capitaliste. Et l'Assemblée Générale a fondé une association qui porte ce nom, Atelier Citoyen 24. Et on a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et il y a eu 4 projets qui ont été présentés par 4 groupes de personnes. Je ne vais pas faire le détail de ces 4 groupes, et l'un de ces thèmes, c'était la santé. Et c'est finalement celui qui a été choisi. On a décidé de s'investir dans ce projet. Le projet est le suivant. On a constaté qu'à Sarlat, mais je pense qu'à Montluçon c'est pareil, 20% des Sarladais n'ont pas de médecin référent. Donc, il y a un problème dramatique. L'idée est de faire construire à Sarlat un centre de santé
mais un centre de santé qui serait basé sur une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Bon, on est engagé dans ce processus, on a rencontré l'ARS, on a rencontré la région, etc. Bon, on a rencontré beaucoup de gens, la mairie récemment. Bon, c'est un projet en cours. Ça peut être ce genre d'initiative, c'est-à-dire à condition, évidemment, je suis d'accord, effectivement, qu'il y a une déperdition en adhérents et que c'est un peu désespérant. Mais l'idée de pouvoir concrétiser ce combat pour la défense de l'hôpital dans un centre de santé, ça peut être un élément intéressant. À Sarlat, donc une petite ville de moins de 10 000, on a eu presque 15 000 signatures à une pétition pour la défense de l'hôpital. Et je reconnais que malheureusement, les mauvaises nouvelles s'accumulent et qu'on a une maternité qui est très très menacée alors qu'elle fonctionne très très bien. Donc c'est sûr que le climat est désespérant, mais en même temps je crois qu'il faut s'appuyer sur des points d'appui et essayer de trouver des solutions. Alors pour les lignes de chemin de fer, nous avons à Sarlat aussi, alors Sarlat c'est Sarlat loin, hein, puisqu'on nous a fermé la ligne Sarlat qui nous reliait à Souillac. Il y a une défense aussi de la ligne et des arrêts à Souillac et notre flûte, le nom m'échappe, enfin bref, il y a aussi l'association de défense de la ligne qui est très menacée. Pourquoi pas effectivement essayer de concrétiser sur le papier un projet où la SNCF serait dirigée par les salariés. Alors évidemment les conditions ne sont pas réunies, mais être prêt éventuellement s'il y a un mouvement d'opinion à faire des propositions concrètes, comment on peut y arriver. Mais je reconnais que voilà, là le contexte est très très défavorable et on est effectivement avec Macron dans une vague d'agression permanente contre les services publics et c'est même c'est déprimant hein, de voir à quelle vitesse ça va. Est-ce que le capitalisme n'est pas en crise? Si j'ai pas démontré ça, c'est que j'ai échoué. Hein, c'était un de mes thèmes. Hein. On se fait avoir en croyant que le système va très bien. On se fait avoir. Parce qu'en réalité, si on regarde bien les choses, c'est un château de cartes. Même sur le plan financier. Les taux de croissance, évidemment, on nous pompe bien. Hein? De façon fallacieuse, on nous fait croire qu'il tient, mais en réalité, je peux vraiment vous affirmer qu'on est au bord du gouffre et que le système ne tient pas du tout. Donc voilà, moi je pense que... Alors, il y a maintenant beaucoup d'économistes qui montrent que nous sommes au bord d'une nouvelle crise et que, voilà, à ce moment-là, on va se rendre compte, mais peut-être un peu tard, que le système n'est pas si simple que ça. Je crois qu'effectivement, c'est une des questions. Est-ce qu'on est convaincu que le système n'est pas durable? Et si on croit qu'effectivement, il a encore la santé pour lui, je pense qu'on manque un élément de réflexion essentiel. Vous avez cité ce qui vient de se passer pour la forêt, donc je pense que c'est l'ONEF aussi, en partie, oui. Mais vous êtes assez paradoxal, puisque tu es assez paradoxal, puisque sur l'instant tu dis qu'il y avait 1500 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience. Donc voilà, c'est un objectif lointain, mais en même temps on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, donc il faut s'appuyer sur ces éléments positifs. Au départ, on doit affronter un contexte qui nous est très défavorable, c'est sûr, c'est déprimant. Hein. Mais encore une fois, notre seule issue, c'est de construire quelque chose sur cette perspective post-capitaliste. Et moi, je constate qu'il y a, encore une fois, ici ou là, des avancées qui sont loin d'être négligeables, qui doivent nous donner l'espoir de pouvoir réussir. Si ce n'est pas demain, après-demain. Attends, il y avait quelqu'un avant toi. Oui, merci. Alors moi, je ne suis pas tellement habitué à parler. Déjà, le vocabulaire me manque. Mais là, pour revenir à l'ONF, il y avait 1500 personnes, effectivement. Mais ça n'a pas bénéficié de beaucoup de réclames. Hein. C'était des gens qui venaient de Perpignan, de Strasbourg, de la Bretagne. C'était des gens de l'ONF qui ont fait des marches. Et finalement, à Montluçon, on était peut-être une dizaine à tout casser. Alors qu'il y a quand même des associations qui sont pour la défense de la forêt, parce que là, Tronchet, finalement, ils veulent la rentabiliser et ils veulent la vendre à du privé, quoi. Donc, ce qui veut dire que les plus beaux arbres seront
coupé, exploité, et puis après, ben, ma foi, ce sera laissé à l'abandon sans doute, enfin je ne sais pas comment. Voilà, alors en ce qui concerne par contre l'actionnariat, moi j'ai une expérience, si on peut dire, c'est un collègue, Marcel Paul, qui était venu en 1976 à Montluçon, parce que je suis agent EDF, et on l'avait reçu au niveau de notre comité d'entreprise. C'est lui qui a créé l'EDF, qui a fait le statut des agents du gaz et de l'électricité, et il nous avait parlé un petit peu de ses combats avant la nationalisation, c'est-à-dire autour des années 30, enfin entre 30 et 39, quoi, où il était déjà agent du gaz de la région parisienne. Et finalement, il se heurtait toujours à leur patron, et pour pouvoir discuter, il fallait qu'il soit actionnaire. Donc au niveau du syndicat, il s'était dit, on va acheter quelques actions, comme ça on pourra participer aux assemblées générales, exprimer notre point de vue et le faire avancer. Alors effectivement, à l'assemblée générale, ils ont été, ils ont parlé, ils ont défendu leur point de vue, ils ont été écoutés très poliment. Après lui, alors je me souviens toujours, il y a un curé qui était venu aussi, qui avait quelques actions, qui a discuté de son patronage, de tout ce qu'il voulait défendre aussi. Et puis, une fois qu'ils ont tous discuté, il y a un banquier qui est arrivé avec je ne sais pas combien d'actions, un gros paquet d'actions, et leurs actions à eux, eh ben, on n'en a jamais parlé, et ils ont compris que finalement, ce n'est pas comme ça qu'il faut se bagarrer. Les actions, ils les ont revendues, et ils ont dit maintenant, il va falloir faire une lutte syndicale et une lutte ouvrière pour pouvoir défendre notre point de vue. Voilà, enfin, moi c'était quelque chose que je me souviens de son passage à Montluçon, et c'est pour ça que marcher avec des actions pour pouvoir arriver à contrer les actionnaires et les financiers, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Attends, je pose mon truc. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Daniel Coffin tout à l'heure par rapport au problème d'investissement. Il me semble que la question, le prochain atelier, il me semble que c'est le prochain, justement sur les cheminots, et il y a Bernard Friot qui vient. Donc, comme j'ai la tête un peu percée, je ne sais pas si je poserai la question la prochaine fois, si j'y penserai, enfin vous me le rappellerez, parce qu'il développe, Bernard Friot, la question des caisses de salaire, ça on sait. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir par les secteurs des cheminots, la santé, alors la santé, il en parle, Bernard Friot, il dit que les hôpitaux ont été construits justement sur la sécurité sociale gérée par les travailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas, chez les cheminots, faire aussi une caisse d'investissement? Et pourquoi pas aussi dans le problème de l'énergie? Est-ce que cette question d'investissement n'est pas une question assez centrale? Et faire une caisse d'investissement où on investit immédiatement l'argent qu'on récolte, c'est l'idée qui avait été développée dans la sécurité sociale. Donc, il y a peut-être ça qu'il faut envisager. Moi, je crois qu'il faut être vraiment ambitieux dans ce qu'on veut faire. Si on veut transformer effectivement la société, il faut qu'on pose des questions et sortir justement des actionnaires et les besoins qu'il y a de construire des centres d'énergie. Il y a aussi le problème des barrages qui, par exemple, sont privatisés et tout ça. Là, il faut qu'on prenne les choses en main à ce niveau-là, quoi. Est-ce que vous m'autorisez à dire 2 ou 3 mots? Je suis assez touché par ce qu'a dit Richard Gray. Il faudrait de la convergence. Tout le temps, on a dit ça. Parce que pourquoi? Ça donne de la force. Mais après, il dit, mais pour ça, il faudrait un but. Dans ma vie militante, qu'elle soit syndicale ou politique, ça fait, et je ne m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu compte à un moment, ça fait des décennies qu'on ne pose plus la question du but. Et à mon sens, je caricature pour ne pas abuser de votre temps, mais de n'avoir pas posé cette question du but, qu'on peut aussi nommer changement de société, que chacun d'entre nous, mais ne plus vivre ce que nous vivons. Ça fait des dizaines d'années que dans une action syndicale et politique, et parmi les plus progressistes,
On ne pose pas cette question, on reste là. Alors, est-ce que c'est possible? Déjà, il y a un scepticisme vis-à-vis que le capitalisme est faible, mais il y a aussi un scepticisme qu'on n'arrivera jamais à converger ni à construire un but. Pourquoi? J'ai déjà dit ici, je redis que le capitalisme n'a pas gagné la bataille économique, il a gagné la bataille idéologique. Margaret Thatcher l'a résumé d'un mot, il n'y a pas d'alternative, il faut faire comme ça. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de scepticisme? Deuxième scepticisme, pour expliquer, c'est que dans nos propres partis politiques, l'idée c'était de dire nous allons le dire à nos dirigeants et eux ils le mettront en œuvre. Nous n'étions pas concernés, nous n'étions pas acteurs. Et il y a un espoir à ça, et j'y reviendrai dans un petit moment. Autrement dit, sur ce plan idéologique et de perspective, nous ne nous voilons pas la face, nous sommes dans le creux de la vague. Deux solutions. Bien que nous soyons tous peut-être bientôt prétendant la retraite, je crois même, non, ils sont d'entre nous, mais on ne fait rien. La retraite. On ne bouge pas. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer de bouger? Ça ne manque pas grand-chose. Écoutons Daniel Coffin. On a créé cette structure départementale, donc il y a un petit début de convergence au niveau d'un département. Vont-ils, c'est pas toi que je pose la question, vont-ils dire non à la fermeture du guichet de commenterie de Montluçon, j'en passe? Ce qu'il faut faire, lutte immédiate. Mais vont-ils dire, si on ne change pas le fonctionnement de la SNCF, nos petits-enfants continueront de dire qu'il faut se battre, non pas comme la fermeture de commenterie, mais peut-être la gare de Montluçon qui disparaît. Vous comprenez? Vont-ils dire, et encore une fois, ce n'est pas à vous trois que je pose la question, c'est, faut autre chose. Ça ne peut pas durer. Si on commençait petit à petit, ça, nous le ferons non pas à la prochaine, mais nous le ferons au mois d'avril. On va poser la question, et si les cheminots, les usagers, les services et les collectivités publiques géraient la SNCF? Lucette a parlé de l'hôpital. En février, nous dirons avec le docteur Prudhomme, et vous pensez que ça n'aura pas de répondant chez les salariés de l'hôpital et chez les gens petit à petit? Bien sûr que si, il y en aura. S'ils dirigeaient, je ne dis pas que ça sera l'emphase, mais quel autre clou, sur quel autre clou taper? Il n'y en a pas d'autre. Nous continuons à lutter, il faut le faire, et nous continuons à reculer. Donc c'est bien la question du but qui compte, et elle est urgente. Moi aussi j'ai mis un moment à me faire à l'idée que le capitalisme était à la phase finale. Il l'est. Et moi j'ai une raison que j'estime simple, elle est simple. Parce que pour perdurer, il ne peut qu'aggraver ce qui se passe et il creuse sa propre tombe. Rien que pour cette raison-là. Vous comprenez bien maintenant. Quel est le rôle de Macron? Le rôle de Macron a été mis là, la banque Rothschild est à l'Élysée, si vous voulez. Le rôle de Macron, qui n'est qu'un pion parmi eux, seul lui ne le sait pas qu'il n'est qu'un pion, il est là pour accélérer le processus de la finalisation de la casse. Ça ne peut pas durer. Donc, je crois, moi, l'idée qui ressort de ce livre, et ce que tu as expliqué tout à l'heure, et c'est ce qui était dessiné, encore une fois, par Daniel et les cheminots, c'est que, à l'instar un peu de ce qui se fait à l'atelier, pourquoi, par exemple, branche de la santé, mais dans différents, on peut commencer par des petits nombres au début, mais se créent des comités de citoyens, comment vous les appelez dans le livre, les initiatives post-capitalistes. Initiatives post-capitalistes pour dire l'hôpital dirigé par les usagers, par les personnels en premier, les usagers, les collectivités, etc. Et qu'il y ait ça à Montluçon, à Lorient, n'importe où, à Strasbourg, et que petit à petit, je pense personnellement que c'est la seule façon de voir, sinon c'est désespérant. C'est désespérant et il n'y a pas d'autre chose à faire. Et je crois que le rôle de l'atelier, peut-être vous le sentez mieux maintenant, mais même nous, les animateurs, on le sent mieux. Et un livre comme ça, encore une fois, c'est pas de la brosse à reluire, nous aide à comprendre qu'il faut poser ces problèmes de fond. Sinon, on n'en sortira pas, on va s'enfoncer. Et si on n'avait qu'une idée, c'est pour vous faire sourire, mais faisons-le pour nos enfants et nos petits-enfants si on ne le fait pas pour nous. Parce qu'on a payé, nous, on a milité, je vous connais à peu près tous, on a milité, on s'est donné, bien, pas bien, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais aujourd'hui, il y a des raisons de nous sortir de chez nous le soir, une fois par mois, et de venir à l'atelier.
pour rester dans le domaine ferroviaire, si notre initiative réussit, je crois qu'au bout du compte, on risque d'avoir quelques alliés inattendus. Parce que, quand on dit que le capitalisme creuse sa tombe, il y a des élus, ceux qui ont voté la future loi ferroviaire, la réforme ferroviaire, et ceux qui l'ont soutenue par le biais de leur appartenance politique, vont se réveiller un matin avec la gueule de bois. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que ce qui allait se passer, finalement, ce serait aussi chez eux. Quand Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports, disait « Oui, il faut privatiser la SNCF, il faut supprimer le statut des cheminots, il faut supprimer les petites lignes. » Ah bon? Mais en Charente, chez vous? Ah non, 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 en Charente, tout va bien. En voilà un, quand même, qui était sacrément faux cul, dans la mesure où il accepte une réforme de la SNCF qui va tout plier, à condition qu'elle ne se passe pas chez lui. Eh bien, c'est ce qui va se passer, alors à Montluçon, mais dans tout le département de l'Allier, pour ne parler que de l'Allier. Et je rêve pas, je vois pas des, je vois pas des capitalistes, pour les nommer ainsi, rejoindre notre truc en disant, bon vieux, vous avez raison, on s'est gouré. Non, je rêve pas. Mais quand même, on va certainement avoir des gens qui auront une sacrée gueule de bois. Je peux une seconde en place, s'il te plaît. J'ai l'impression peut-être qu'on vous interroge en nom du déjà là. Qu'est-ce que c'est du déjà là? Déjà là, on le touche, on le palpe, etc. Je considère personnellement que les partis politiques progressistes et les syndicats progressistes, pour bien me faire comprendre, sont en retard sur la population. Je vais vous donner des exemples de déjà là. Ces ouvrières et ces ouvriers de chez Fralib, 1336 jours de grève, c'est pas une image d'une haute valeur de la conscience des salariés, au sens où tu les as définis, 90% de la population. C'est, excusez-moi, c'est pas péjoratif, mesdames, ces petites bonnes femmes de la librairie des Volcans, toutes seules, pas toutes syndiquées, etc., qui disent on ne touchera pas notre librairie. C'est une belle librairie de la capitale, enfin de l'ex-capitale, enfin toujours la capitale auvergnate, qui c'était une entreprise familiale, mais elle n'était pas de repreneur. Elles se sont dit on reprend. On reprend. Je vais vous prendre un autre exemple que j'ai déjà dit à la Réunion et qui m'a beaucoup touché. Il y a des gens tellement privés de tout qu'ils n'arrivent pas à boire du vin. Et Dieu sait, je l'ai souvent dit, boire du vin en mangeant, c'est sacré. C'est créé dans ta région, un peu en dessous de Bordeaux, une association des glaneurs. Spontanés, comme ça. Ils sont, parce que maintenant, dans les grands crus, on ne ramasse pas toutes les grappes, hein. Les gosiers de ces messieurs-dames, c'est pas du vin de Domérat qu'ils veulent, hein, c'est grand vin, non mais riez, c'est comme ça. On laisse près de la moitié de la récolte. Ils vont ramasser, ils font du vin et ils le vendent au prix coûtant. Il n'y a pas de l'espoir, il n'y a pas de quoi se sortir le soir pour venir à l'atelier, bien sûr que si. C'est que je ne veux pas trop allonger, mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Enfin, celui qui est en train de me filmer en pure perte, mais à Besnay, c'est à Besnay, vous voyez, Besnay, des gens qui se prennent la main et qui font vivre l'épicerie. Il n'y a pas quelque chose à désespérer. Je crois, moi qui crois toujours plus aux idées qui ont été les miennes au début, nous passons à côté de cette réalité. Un dernier exemple, et je m'arrête, quand même. Vous y avez cru, vous, à la victoire du non en 2005? Tout le monde était pour le oui, tout le monde, sans exception. Sauf le Parti communiste, et peut-être Tréville, je ne sais pas quoi, bref, la LCR, c'était ça à l'époque. Et le non l'emporte. Il n'y a pas un signe d'intelligence ici. Je pense que le peuple est cloué au sol par notre faute, parce qu'on ne lui donne pas une piste pour décoller. Tout à fait, bravo. S'il fallait donner une autre raison de la crise du capitalisme, c'est celle-ci, c'est que comment un système qui vit de la consommation peut-il durer alors qu'il appauvrit le plus grand nombre? On est face à une contradiction qui est mortelle. Voilà. On voit bien que là, il y a un moment donné où ça ne tient plus. Le low cost traduit quoi? Il y a une partie de la population qui est tellement pauvre qu'on leur propose donc des services ou des produits à coût réduit. Donc on voit bien que le système là, il est face à une contradiction qu'il ne peut pas résoudre. Il me semble que c'est un autre argument. À propos des investissements,
L'idée de Friot, développée, c'est qu'on peut prélever directement, avant même la distribution en dividendes, on peut prélever sur les entreprises des fonds qui abonderaient ce qu'on pourrait appeler un fonds social d'investissement. Donc l'idée, elle a déjà été émise, effectivement, c'est une question essentielle. Donc on remplace, comment l'actionnaire, on remplace par des fonds socialisés, voilà, prélevés directement sur la production. Et donc ça, cette solution-là, elle est tout à fait applicable. Il y a des tas d'idées là-dessus, il y a des tas de projets. Et effectivement, c'est une des solutions majeures. C'est pas rien ce que tu dis. C'est pas rien. Tous les CHU ont été financés sous cette forme-là après la guerre. On ne serait pas capable aujourd'hui de prôner cette fixation du but? Bien sûr que si. D'autres questions? On dit en commun, on peut changer la société. On parle de l'hôpital, on parle de la voie ferrée, et de l'énergie, pourquoi pas. Un exemple comment dirais-je, de la traîtrise des directions. Il y a à Montluçon, ce qui reste d'un centre, 150 ou 200 employés. Pour que cette structure fonctionne, il faut de l'électricité. On est d'accord. Voilà que l'abonnement pour fournir cette électricité a été passé à une société privée. Pour fournir le bâtiment d'EDF. C'est pas un scandale, ça? Et quel est le but? Le but, comme les œuvres sociales sont financées sur le 1% des ventes d'EDF, là, ce n'est plus EDF. Donc, tout ce qui est vendu, le 1%, les œuvres sociales n'en voient pas la couleur. Ça, c'est pas mal, hein? C'est très hautement moral. Alors, autre chose. La dernière fois, on était 20, 22, 23. Là, on est 33. Bravo, on a bien progressé. Mais, où sont les actifs? Ils sont toujours pas là. Alors moi, j'ai essayé de solliciter 2 collègues, des gars d'EDF. Ils m'ont bien entendu, mais ce soir, ils ne sont pas venus. Mais pour la prochaine fois, je serai sur leur dos. Là, c'est sûr qu'ils vont entendre encore parler de moi et de rencontres de l'atelier. Alors si chacun de nous, là on est 30, mais il faudrait qu'on soit 50, 80. Si chacun de nous amène seulement une personne, on double, on est 60. Et pourquoi pas 2? On est 90. Alors, c'est vous qui avez la mission. Je pense que vous aurez à cœur de la réaliser. Allez, ça va. Ah bah dis donc. On arrête? Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Toutes celles et tous ceux qui n'ont pas parlé, est-ce qu'ils ont trouvé un peu leur compte dans cette soirée? Oui, moi, tout à fait. Tout bête, hein. Dans ma vie de tous les jours, je fréquente des gens avec qui on discute des problèmes du capitalisme, et notamment des gens qui sont tout à fait convaincus que le capitalisme va dans le mur. Ça, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Mais la question qu'on me pose tout le temps, c'est « Oui, mais on n'a rien à mettre à la place. » Alors, demain, si j'en rencontre, je pourrai leur dire, suite à l'atelier, qu'il y a des perspectives et que peut-être on peut mettre autre chose à la place. Donc, merci. Je pense qu'on peut, sans encore une fois de flatterie déplacée, un petit coup de chapeau à toi, Jean. Je vous rappelle le périple qu'il a fait. Et
m'autorisera à le dire, ça ne va pas trop altérer les recettes de trésorerie de l'atelier, parce qu'il fait un effort considérable en plus que ce long déplacement. Alors, tout à l'heure, il va se lever, ne l'harponnez pas, il va aller s'asseoir et il vendra son livre et il le dédicacera. Je veux saluer parmi ceux qui nous aident, nous oublions souvent, la librairie Le Talon d'Achille qui permet d'avoir ce livre. Donc la prochaine rencontre, c'est le 15 novembre, salle Saint-Vincent, quai Turgot, vous connaissez, avec Pierre Dardot. Pierre Dardot, je le rappelle, est l'auteur avec Christian Laval du livre commun « La Révolution au XXIe siècle ». Ça nous aide aussi. Et nous, le thème, pour déjà que vous y réfléchissiez, que vous emmeniez, comme Jacques l'a demandé, 1 ou 2 personnes, l'urgence n'est pas de prendre le pouvoir d'État, l'urgence est de donner du pouvoir au peuple. Je fais une petite parenthèse, ça fait 40 ans qu'on dit que l'urgence est de prendre le pouvoir d'État. Non, parce que le peuple est dessaisi et ça va toujours à l'échec. Nous sommes en échec à partir des années à peu près 70, c'est un échec total. Même les bonnes années, elles ont été courtes, oui, télévision, nous sommes en échec parce que nous reculons toujours. Je voudrais aussi vous faire toucher du doigt, me permettre de vous faire toucher du doigt la cohérence qu'il y a dans nos rencontres. Avec Oxfam, l'ONG, du mois de septembre, on a débattu, c'est faramineux les richesses qui existent. Avec Jean Seb, aujourd'hui, on dit oui, mais cette situation, si on la laisse perdurer, c'est la catastrophe. Avec Dardot, nous dirons en novembre, je viens de le dire, voilà comment on prend le problème à bras-le-corps. On sera déjà en ligne directe avec la rencontre de ce soir. Décembre, petite coupure que sous la forme, c'est Gérard Blanchet qui va nous la présenter. Comment c'est le thème de décembre? Il n'arrête pas des artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Parole de La France de Jean Ferrat. Autrement dit, avec un poète, on va dire que ce malheur ne peut plus durer. On est au cœur de la rencontre de ce soir, mais sous la forme d'une reconnaissance à l'apport des poètes dans l'idée de la révolution. J'ai parlé de la SNCF, j'ai parlé de l'hôpital, donc c'est chose faite. Si vous vous tournez, vous voyez là-bas sur la table, il y a un tout petit carton, si vous pouviez le toucher un peu, en laissant tomber quelques moyens pour nous aider, parce que nous ne marchons que sur notre entraide à nous. Vous enlevez les chaises pour les mettre à la place, vous avez une bonne soirée. S'il y en a une ou un parmi vous, il dit tiens, je resterai bien encore, nous sommes partis dîner pour la somme de 15 € avec notre intervenante ce soir, comme nous faisons toujours au Victor Hugo, et on passe en général des bons moments. On ne pense pas tellement de changer la société, mais d'égayer la vie, ça compte aussi. La politique et la fête vont très bien ensemble. Bonne soirée.